la porte s'est ouverte genre Instant. Trop stylé. C'est drôle. Il y a toujours eu un truc, moi, qui me faisait rêver, c'est les objets à la James Bond. Je sais pas si vous voyez ce personnage Q dans James Bond, qui a toujours des gadgets farfelus, mais incroyables. Il y en a qui existent en hacking, des objets un peu tordus, mais qui, voilà, on se dirait, vu ce que ça permet, vu l'ampleur des attaques que tu peux faire avec, ça devrait être difficile d'accès ou quoi. Et pourtant, il y a quelques objets qui sont assez faciles à se procurer, avec lesquels on peut faire des démonstrations assez incroyables. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter un scénario d'attaque. On va prendre 3 objets et voir comment est-ce qu'on pourrait, avec ces objets-là, s'introduire dans une entreprise. Pour pouvoir lancer une attaque, souvent, il y a différentes façons de faire. On peut attaquer depuis l'extérieur, mais un moyen aussi, c'est directement d'essayer de pénétrer dans l'entreprise. Le flipper, physiquement. Oui, physiquement. Venir et d'essayer de rentrer dans le bâtiment. Le flipper, c'est un petit outil. Bon, ça ressemble plutôt à un espèce d'MP3 des années 2000, qui permet de lire et d'écrire des données sans fil. On peut copier des badges de porte, des choses comme ça. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec celui-ci, c'était justement d'essayer d'ouvrir une porte d'entrée. Alors, j'ai testé les badges chez nous, j'ai pas réussi à les craquer, mais on a d'autres accès en plus qui sont des portes de garage. Et les portes de garage, on pourrait se dire, c'est un truc qui existe depuis des années, ça devrait être plutôt bien foutu. Pas du tout. Il y a absolument aucun système cryptographique pour ouvrir des portes de garage avec une télécommande, avec des ondes. C'est simplement une certaine suite de bits qu'il faut envoyer dans l'air, c'est genre 8 bits. C'est à la bonne séquence, tu ouvres la porte directement, ce code ne change pas. Donc pour tester ça, j'ai pris mon Flipper 0 et je me suis dit, c'est très simple, j'ai une porte de garage, comment elle peut fonctionner? J'ai pris la télécommande et avec le Flipper 0, j'ai cherché à analyser quelle était la fréquence émise par la télécommande. Jusque-là, pas de souci, on peut le mesurer. Ok. Tu vas me dire, c'est dommage d'utiliser la vraie télécommande alors que tu essaies d'entrer dans une porte de garage où tu ne l'as pas. C'est vrai. En pratique, il y a... Déjà, ça, t'aurais pu la piquer à quelqu'un, t'aurais pu la voler à un employé. J'aurais pu la voler ou observer, attendre qu'un employé vienne et surveiller le signal. En pratique, il n'y a même pas tant besoin d'essayer de deviner les fréquences parce que c'est hyper régulé. On a un truc en France qui s'appelle l'ARCEP qui justement contrôle les fréquences. Il y a des fréquences définies pour la télévision, c'est ici, les mobiles, c'est là. Et pour tout ce qui est télécommande, globalement, c'est toujours les mêmes ranges. Donc je sais que ma porte de garage, ça sera cette fréquence-là, il n'y a pas de doute. Donc ma première approche pour essayer de débloquer la porte de garage, c'était l'approche naïve. C'est, ok, j'ai cette fréquence, je vais prendre toutes les séquences de 8 bits et je vais les émettre une par une jusqu'à essayer de trouver la bonne. Ouais. Ça, c'est faisable. Mais le truc, c'est que ça prend un peu de temps. Et on est de l'ordre de 10-20 minutes ou quoi, sachant qu'on ne sait pas à quelle vitesse il faut l'envoyer. Enfin, ça multiplie les tests et très vite, on se retrouve pendant des heures à tester et à pas réussir à faire fonctionner. Voilà, ça, c'était mes premières tentatives. J'ai essayé, je suis resté 10 minutes devant un porte de garage à essayer de l'ouvrir. J'ai pas réussi de cette manière-là. Et c'est clair que ton scénario où tu dois rester 20 minutes c'est ça, de manière très louche devant la porte, un petit peu suspect. Avec ton Flipper 0, c'est avec un peu objet suspect. fluo dans les mains. Celui-là, elle passe partout, effectivement, dans les poches, mais alors visuellement, tu peux cramer à des kilomètres. Heureusement, il existe un truc qui s'appelle les suites de Braille, qui sont une façon d'optimiser les codes. En fait, les portes de garage sont vraiment stupides. Elles vérifient pas que ces 8 bits sont les bons. Si, admettons, tu as tapé 001 et que tu rajoutes un 1 après, en fait, si tu as tapé 9 bits, les 8 premiers auraient pu être valides et les 8 derniers auraient pu être valides. Il y a des façons de faire moins de tentatives. C'est comme un peu les portes d'immeubles. C'est un peu comme les portes d'immeubles, c'est tout à fait ça. Où tu c'est peux les taper derniers dans tous les qui sens. comptent, en fait. Et en gros, c'est comme si tu avais un check sur 4 chiffres glissants. C'est ce qu'on a à l'écran, ça c'est 5 bits, mais en fait, dedans, on retrouve toutes les combinaisons de 2 bits possibles. Ah oui, Ce sont les extraits. effectivement. Et donc, il existe des suites comme ça. Au lieu de taper, donc pour un code de 8 bits, 2048 bits un par un, ce qui peut prendre du temps, avec une suite, on en tape 263. Ah ouais. C'est genre 10 fois plus rapide, réellement. Ouais, la vache. J'ai trouvé un projet GitHub, justement, qui permet de générer ce genre de suite, parce que clairement, essayer de les faire à la main, de comprendre comment ça marche, ça n'aurait été pas évident, et qui permet de générer des petits fichiers qui s'appellent des subs. Et donc, c'est simple, ça me génère, je lui dis, OK, je veux sur cette fréquence émettre toutes ces combinaisons-là. Ouais. Il me génère un fichier avec toutes les combinaisons possibles. Je le rentre dans le flipper. Et après, j'ai juste à les mettre. Et lui, il va me faire un signal qui, normalement, contient la clé quelque part dans tout ça. Et donc, ça veut dire que là, tu as divisé ton temps par 10. Donc là, si mes calculs sont bons, ça veut dire que normalement, en 2 minutes, t'as craqué ton truc. Ça a été même moins que ça. Ça m'a pris 30 secondes. Ah ouais. Vraiment, on a la vidéo. Je suis arrivé devant la porte en me disant, bon, je sais pas trop ce que j'ai fait. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'ai pressé le bouton. J'ai à peine eu le temps d'enregistrer avec mon téléphone. On va le voir. La porte s'est ouverte, genre. Instant. Trop stylé, c'est drôle. J'avoue que j'étais très fier d'avoir fait ça et aussi
terriblement effrayé. Évidemment, tu as testé ça sur ta propre porte de garage. Évidemment, c'est un scénario pour montrer ce qui est possible. Ça sert beaucoup dans des tests d'intrusion. Le but, c'est pas du tout de s'amuser à rentrer n'importe où. De vous faire des bêtises. Avant justement qu'on passe à la suite de ton attaque, est-ce que tu veux juste nous expliquer plus précisément qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ce Flipper Zero, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui lui permet de simuler une télécommande du coup? Et comment toi, tu as interagi avec? Ça se passe comment si moi, demain, je veux refaire cette attaque, tu vois? C'est vraiment comme un espèce de mini-ordinateur avec une antenne Wi-Fi. Et ça a des fonctions préintégrées qui sont très faciles à faire. Tu as vraiment un menu où tu dis « Ok, je veux que tu me lises cette carte sur telle fréquence ». Et donc, comme c'est différentes technologies, il sait que quand c'est un badge, tu lui dis « Je veux un badge NFC », lui, il va se mettre sur la bonne fréquence et il va lire le badge et essayer de faire le protocole, de savoir comment ça marche. Et donc, pour émettre des ondes, c'est littéralement des petits fichiers qui lui disent « Sur telle fréquence, tu dois émettre ces ondes-là ». Avec cette séquence de bits à telle vitesse. Et donc, c'est vraiment, tu charges un fichier comme tu ouvrirais un fichier Word où tu t'attends à avoir du texte. Lui, il ouvre un fichier où c'est une suite de commandes à envoyer sur telle fréquence. Si j'ai bien les bonnes infos, il me semble aussi que tu peux aller toi-même créer tes propres programmes ensuite parce que c'est vraiment un ordinateur quoi, derrière. C'est littéralement un ordinateur. Il y a une petite puce dedans. Il y a des gens qui font du scripting pour absolument tout et rien. Et je crois qu'il y a même des capacités d'extension où tu as des petits pins au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des cartes. Ça a forcément une puissance et des capacités limitées, mais c'est vraiment une carte de développement. Il y a des pins au-dessus. Il y en a aussi juste derrière. Et donc, il y a des gens qui font des cartes Wi-Fi pour augmenter la portée, qui font des lecteurs pour des badges bien particuliers qui ne seraient pas compatibles avec. Comme des Lego que tu assembles. C'est du Lego avec une énorme communauté de hacking derrière qui partagent leurs plans et tout ce qu'ils ont fabriqué. Donc, une fois que tu t'es introduit dans ta cible, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Une attaque que je voulais tenter, c'était d'essayer de hacker un Wi-Fi. En fait, une fois que tu es dans l'entreprise, il faut que tu essaies d'accéder là où il y a de la donnée, là où il y a des ordinateurs, du réseau ou quoi. Mon idée, c'était que comment tu fais si tu as des petits objets de hacking et que tu veux craquer un Wi-Fi? Le crack de Wi-Fi, c'est un truc qui demande de la puissance de calcul. Ouais. C'est en général du brute force. Tu testes des combinaisons de mots de passe, on appelle ça. Enfin, c'est des attaques offline où littéralement, sur ton ordi, tu essaies de craquer des données que tu as interceptées. Tu as intercepté un coffre-fort de données Wi-Fi et le but du jeu, c'est de trouver la combinaison pour l'ouvrir et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Évidemment, si tu veux faire une attaque discrète, tu peux pas trop venir. Tu vas pas ton gros PC avec ton rack serveur voilà. Sur le dos. Donc, tant qu'on était sur ces objets de hacking-là, j'avais très envie de partager une petite plateforme qui s'appelle Vast AI et qui permet de justement louer de la puissance de calcul. Plutôt que de le faire sur son ordinateur, le plus simple, c'est de simplement déporter ces calculs-là dans le cloud. Alors, c'est pas du tout une sponsor, mais celle-là, j'ai trouvé particulièrement intéressant puisque c'est des gens qui mettent à disposition leur propre matériel. Ah, c'est pas un serveur, un data center? C'est pas un data center, okay. C'est pas Amazon qui te loue leur propre serveur pour, je sais plus, c'est genre $2 de l'heure, un truc comme ça. Là, c'est des particuliers qui mettent à disposition des gamers ou je sais pas, ou des gens qui font ça un peu en business. Et tu peux louer à la demande. Tu dis, OK, je veux craquer un truc, j'ai besoin d'une heure, une bonne grosse carte graphique. Tu peux accéder à ça et voilà. Et alors, ça c'est des annonces de gens. Ça coûte, de ce que je voyais, minimum 2 fois moins cher que Amazon et tout, qui sont déjà des services bien énervés. Franchement, je trouve ça va de fou. Hein. Franchement, ça va de fou et t'as des jolies cartes. Juste pour que ceux qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne la plupart des attaques comme ça, en général, en gros, ce qu'on vient faire, c'est de déconnecter des personnes de l'entreprise qui seraient sur le réseau Wi-Fi et on va, au moment où elles se reconnectent, on va récupérer un petit truc qui s'appelle handshake et qui a une particularité, c'est que une fois que tu l'as, tu vas être en mesure de pouvoir faire du cassage de mots de passe offline. C'est ce que t'expliquais. Okay, oui. C'est ça la grosse différence entre casser, j'en sais rien, le mot de passe de ton compte Gmail, tu vois, et casser ça. C'est qu'il y en a un des deux. Si tu fais 3 requêtes par seconde, il y a un moment, Google il va te dire c'est ciao. Ou même essayer de te connecter à la box va te dire ok, tu fais un test par seconde, c'est mort. Donc ça prendra des millions d'années pour tester tous les mots de passe. Alors que là, le fait d'avoir ce handshake, ce précieux fragment, eh ben, ça te permet une fois que tu l'as récupéré avec je ne sais quoi, tu l'envoies sur un data center dans le cloud avec ton Flipper Zero. Avec ce genre de truc. Et tu peux avoir 12 data centers, ça va te coûter un peu d'argent, mais qui vont te faire le cassage de la clé WPA, par exemple. Ouais. Et je connaissais pas la plateforme, mais effectivement, ça a l'air assez ouf. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le Flipper peut permettre de justement récupérer ces données dont tu as besoin pour faire le craquage. Il y a des gens qui ont fait des cartes Wi-Fi qui se mettent dessus, qui interceptent ces données
Et après, comme ça se connecte aussi en Bluetooth et que c'est hyper clé en main, tu peux l'avoir sur ton téléphone et tu fais vraiment ce que tu veux. Tu l'enregistres quelque part, tu as un script qui fait le crack ailleurs dans le cloud, ça se fait en quelques minutes. Quoi. Une fois que tu as introduit le réseau Wi-Fi, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois qu'on est connecté dessus, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a comme équipement. Pour faire ça, j'ai un objet qui est, je pense, le plus sympa de ceux-là. C'est celui-ci. Il était là. C'est beaucoup plus classe. Depuis le début. Plot twist. C'est une montre. En apparence, tu vas me dire, c'est une montre qui a l'air tout à fait normale. C'est la TicWatch Pro. C'est normal, c'est une smartwatch tout à fait classique. Or, je suis tombé sur quelque chose. Alors, tu connais forcément Kali Linux, qui est la distribution utilisée pour faire des tests de sécurité. C'est la première pour les pentests. J'ai vu que un des outils qu'il y a Kali Linux, qui s'appelle NetHunter, qui permet de justement faire du repérage réseau et des opérations comme ça sur du réseau, avait été porté sur la montre. Mais non. Je me suis dit, je vais évidemment tester ça, l'installer et voir qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Je prends la boîte de la montre, vous allez me dire, est-ce que vous voyez le problème? Donc, on a la montre que j'ai reçue et on a le câble qui permet de connecter la montre à gauche. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu mal se passer à ce moment-là? Je dirais on dirait qu'il manque 2 pins au milieu. Voilà, précisément. Sur les dernières versions, les câbles qu'ils fournissent ne permettent plus d'échanger des données. Tu peux charger ta montre, mais si tu veux la modifier, installer Linux dessus, tu n'as plus le câble USB. Parce qu'il manque les 2 pins. Parce qu'il manque les 2 pins pour se brancher. Évidemment, un chargeur là-dessus, c'était introuvable dans un délai raisonnable. Vraiment, ça n'existe pas. J'ai trouvé des gens sur Internet qui prenaient des chargeurs d'autres montres, qui les ouvraient, qui ressoudaient des trucs dedans. C'était absolument un enfer. Et donc, il a fallu que je trouve une solution. J'ai fait ça. J'ai pris du matériel qui traînait comme je pouvais, que j'ai connecté derrière la montre. Au début, ça ne fonctionnait pas. Ben non, là, moi je vois ça, j'y crois pas. Moi non plus. Franchement, je suis parti pas serein. Et en fait, il y a un truc qu'ils ont fait, c'est non seulement ils ont retiré, sur le chargeur, il n'y a pas les 2 pins de milieu, mais en plus ils ont inversé les 2 pins. Donc c'est les pins par lesquels les données passent de l'ordi vers la montre et la montre vers l'ordi. Ils ont inversé le sens des deux. D'accord. Et donc ça ne marchait pas. J'ai connecté ça en me disant, évidemment que ça ne marche pas, ça n'a aucune chance. C'est le genre de bug qui est impossible à retrouver. Mais impossible. Ça a marché. J'ai réussi à connecter la montre à mon PC et à commencer à flasher tous les outils qu'il y a dessus. Alors c'est un peu technique. Si vous avez déjà craqué, pas craqué, si vous avez débloquer les droits routes sur Android. Quand vous avez un téléphone, de base, vous n'êtes pas admin de votre téléphone, vous êtes limité. Ouais. Pour faire des outils de réseau de cracking, il faut être admin et donc il faut débloquer le route. Petit fastboot, tout ça. Ouais. Voilà, TWRP, tous ces outils-là. Donc j'ai dû passer par tout ça pour flasher des OS customisés, des systèmes d'exploitation customisés, contourner des sécurités, des validations. Ça vérifie que les fichiers normalement sont bien signés, ce genre de trucs. Donc il existe plein d'outils pour retirer tout ça et pouvoir mettre... Tout ça pour avoir une montre vierge. Tout ça, voilà. Vraiment, le temps de préparation, on est sur 5 heures pour juste préparer la montre. Alors, normalement, ça se passe très bien. J'ai installé tous ces trucs-là et miracle, voilà, ça c'est le flash de justement tous ces outils qui allaient. Je n'y croyais pas. À ce moment-là, quand j'ai vu la montre s'afficher avec le transfert depuis le PC... je comprends la satisfaction du travail accompli. Et alors, moi, j'ai très envie de savoir à quoi ça ressemble. Voilà. Ça démarre. Bon, déjà pour l'instant, ça ressemble pas à un démarrage. Non, c'est ça. Voilà. Et donc ça, quand j'ai enfin eu ce logo, qui est le logo de Kali Linux, cette fameuse distribution pour la cybersécurité, vraiment, j'étais heureux. Mais alors, donc tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant qu'on a un outil d'installer dessus? En fait, ça s'utilise globalement à peu près comme un PC. Vraiment, on peut installer un tas d'outils. Là, donc j'ai NetHunter, ce fameux. C'est une application, mais c'est bien plus qu'une application. Avec une suite d'outils qui est vraiment faite pour faire des attaques sur du réseau. Des attaques sur du réseau. Ouais. On a un tas d'outils préinstallés. Là, ce qu'on voit globalement, ça permet par exemple de faire un Nmap, c'est scanner un réseau et essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a comme ordinateur connecté, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un Windows, est-ce que c'est un Mac, est-ce que c'est un serveur, est-ce qu'il a potentiellement des vulnérabilités qui sont visibles. C'est vraiment faire du repérage. Donc, si je comprends bien, donc NetHunter, c'est une boîte à outils pour faire de l'offensif. C'est ça. On voyait donc des trucs de réseau, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi même des outils pour pouvoir la brancher comme un clavier et faire du bas USB. C'est ça. On peut, donc, comme il y a un port, il a fallu avoir l'adaptateur qui va bien, mais on peut tout à fait la connecter à un PC et il y a une attaque qui est le bas USB. Un PC ne contrôle pas qu'est-ce qui s'y branche. Si ta montre dit au PC, je suis un clavier, le PC va dire pas de souci. C'est un clavier. Et donc, une façon rapide qu'on pourrait avoir d'injecter un payload dans un PC, d'installer un virus, c'est d'avoir sa petite montre, et simplement s'y connecter, de presser sur une touche et très rapidement ça va taper des touches, ça va injecter quelque chose et le PC va télécharger en fond
tes outils de contrôle, ton virus. peu importe. L'équivalent de la clé USB C'est ça, sale, c'est ça, mais en version portable. C'est ça, exactement. Et surtout avec bien plus de pilotage, parce que là, tu pourrais avoir 12 versions différentes d'attaques, alors que sur les clés, en général, t'en as une ou deux, tu vas max. Ouais. Je peux vous montrer d'ailleurs ce que j'ai dû faire, parce que on peut piloter la montre, c'est sympa, mais utiliser un clavier sur une montre, c'est la pire idée. Je ne sais pas qui a développé un clavier pour la montre. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est utiliser ADB, qui est un outil de débugage pour Android. Et donc au lieu de taper sur le clavier, j'injectais les touches directement dans la montre, parce que vraiment, j'en pouvais plus taper les commandes à la main et avec mes gros doigts de louper les touches de clavier. Et alors, qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, j'ai fait une attaque assez sympa. Donc l'idée, c'est, ok, on vient d'arriver sur un réseau qu'on a piraté. J'aimerais bien voir des données et intercepter des trucs. J'ai fait une attaque qui est de l'ARP spoofing. En gros, un ordinateur, pour parler avec un autre, il a besoin de savoir où est le destinataire, à quel endroit il se trouve. Et donc, ça utilise essentiellement deux choses, qui est l'adresse IP de l'ordinateur ou l'adresse MAC. Il existe un protocole, qui est l'ARP, qui permet de faire le matching des deux, de savoir, ok, tel ordinateur, voici son identité, voici où il se trouve. Et donc, typiquement, si cet ordinateur veut parler au routeur pour aller sur Internet, c'est par ici qu'il faut qu'il passe. Okay. L'ARP spoofing, c'est très simple. Si tu viens justement avec cette montre et tu dis aux différents ordinateurs, tu viens mentir sur ton identité et tu dis non, maintenant le routeur, il se trouve à cet endroit. Et donc en fait, alors, toutes tes données privées, tu sais que normalement tu échanges avec ton routeur Internet, maintenant, tu me les envoies à moi. C'est ça. Okay. Tu te mets entre les deux. Tu fais littéralement le relais. Tu dis à l'ordinateur, je suis le routeur. Tu dis au routeur, je suis l'ordinateur. Et donc tu te mets entre les deux. Et à partir de là, tu vois tout ce qui passe. Okay. Et ça, c'est possible dès que tu es sur le réseau, ça ? Exactement. C'est ça. J'ai pu faire la démo et aller traîner sur Google. Et effectivement, la montre a bien vu que mon téléphone était sur le réseau et qu'il essayait d'accéder à Google, que j'essaie de me connecter à mon compte Google. Donc, tu peux au moins voir tous les serveurs avec lesquels tu es en train d'échanger. Donc, je pourrais en gros avoir une idée de ton historique, de ce que tu es en train de faire. Et alors, très concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que toi, ton attaque là, tu as un bouton qui était déjà prévu où tu as cliqué sur attaque ou comment tu as fait ? Alors, j'ai écrit des scripts, tout simplement. Et dans l'interface, je pouvais sélectionner les scripts que j'ai préécrits. Donc, c'était commencer à mentir à partir de là, commencer à écouter le trafic qui passe et enregistrer tous les résultats dans un fichier à côté. Donc, tu peux tranquillement, chez toi, écrire tes scripts d'attaque. C'est ça. Et ensuite, partir. Et t'as des petits boutons jolis pour les lancer. J'ai mon menu, là, on me voit, je clique sur Run et j'ai des raccourcis. C'est littéralement lancer l'attaque et c'est parti, quoi. Oh là là, c'est tellement stylé. Ça fait très James Bond. Ouais. C'est très James Bond et c'est très réaliste. Là, maintenant, la conclusion, avec toutes ces étapes-là, qu'est-ce que tu peux me faire ? Moi, par exemple, donc, je suis dans mon entreprise, j'utilise mon ordinateur et j'ai des informations très confidentielles dessus, sur mon réseau. Qu'est-ce que tu peux voir ? Je peux te faire tu veux un scénario en 2 secondes ? Oui. Ok, scénario, tu as un logiciel sur ton ordinateur qui fait des mises à jour. Enfin, en gros, quand tu l'utilises, il passe bien par du HTTP, etc. pour discuter. Mais son système de mise à jour, le moment où il télécharge le binaire qui va se remplacer lui-même, c'est fait de manière non sécurisée. Toi, t'écoutes le réseau, t'attends ce moment-là, et à la place, donc avec de l'ARP spoofing, tu vas modifier du coup cette URL qui était non sécurisée et remplacer le contenu par une version vérolée du nouveau logiciel. Donc ça fait ta mise à jour, tu crois que c'est tout bon. Ils n'ont pas un bon système de vérification d'intégrité ou je sais pas quoi. Et toi, tu n'as rien vu, mais en arrière-plan tout seul, c'est bon, je suis dans ton ordi. Et tu fais ça à une échelle où tu injectes 200 personnes d'un coup comme ça dans l'entreprise.